Bonsoir à tous, bienvenue dans cette interview exclusive avec Aka Miezan Anodjo, président exécutif de Nouvelle Vision pour Port-Bouët. Bonsoir à vous, monsieur le maire. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je tiens à rappeler que vous êtes également le deuxième adjoint au maire de Port-Bouët et suppléant du candidat Ibrahim Konaté pour les prochaines législatives du 27 décembre prochain, c'est bien cela? C'est cela. Avec moi ce soir, trois consultants. Michel Beta, il est journaliste fondateur du quotidien Le Bélier. Bonsoir Michel Beta. Bonsoir Cédric. Et puis à ma gauche, Maître Cédric Koné, conseiller juridique. Bonsoir Maître. Bonsoir Cédric, enfin, bonsoir à l'invité. Lancina Karamoko, analyste. Bonsoir à vous Monsieur Karamoko. Alors dans cette émission, nous aborderons trois points essentiellement. Le lancement de votre mouvement Nouvelle Vision pour Port-Bouët. Ensuite, dans une deuxième partie, nous parlerons des législatives à Port-Bouët. Et enfin, votre actualité d'il y a quelques mois avec votre départ du PDC-RDA pour le RHDP. Donc tout de suite, place à la première partie dans laquelle nous parlons de votre mouvement. Pourquoi Nouvelle Vision pour Port-Bouët? Alors, Nouvelle Vision pour Port-Bouët, parce que avec certains amis, nous avons estimé que la façon dont Port-Bouët est conduit, ce n'était pas la bonne façon. La vision que nous avons ensemble avec Emou Sylvestre élaborée avant d'arriver donc à la mairie n'est pas celle qui est conduite aujourd'hui. Alors, avec certains amis, M. Gramoutier, Yaya, M. Balogun Youssouf, M. Trazier, M. Agnimel, nous avons donc décidé de nous organiser et de mettre en place une structure qu'on appelle Nouvelle Vision au Port-Bouët. Bien. Et est-ce qu'il s'agit d'un mouvement de soutien au RHDP ou ouvert à toutes les tendances politiques? Alors, c'est un mouvement qui est ouvert à toutes les tendances politiques, mais tendance qui veut, qui accepte ou qui estime que le président Alassane Ouattara est dans la bonne vision. Voilà. Donc, je prends un exemple. Moi, je suis RHDP. Le premier vice-président, il est RHDP. Le deuxième vice-président, il est PDCI, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est une association qui regroupe en fait tout le monde. Que vous soyez du PDCI, que vous soyez du RHDP ou même du PPACI. Si vous estimez qu'au niveau de Port-Bouët, la conduite des affaires n'est pas la bonne, et que vous n'êtes pas dans la bonne gouvernance, alors vous pouvez venir à Nouvelle Vision. Bien, merci de connaître. Alors, moi, ma question, elle concerne la vie de la commune, avec une démographie qui varie de 600 000 à 650 000 habitants. Est-ce que vous pensez que votre mouvement répond aux défis structurels de Port-Bouët? On a l'emploi et l'insertion des jeunes, on a le logement et la pression foncière, on a l'assainissement et la salubrité, on a également la mobilité et la sécurité routière, et puis on a Port-Bouët avec la mer et tous les risques environnementaux que cela comporte. Est-ce que vous pensez avoir une vision qui répond aux défis structurels de la commune? Bien, alors, effectivement, c'est rentré dans nos objectifs tels que la question est posée. Et donc, je vais répondre à cette question en donnant les objectifs de Nouvelle Vision pour Port-Bouët. Alors, l'objectif général, c'est le bien-être des populations de Port-Bouët. Et puis, nous avons des objectifs spécifiques. Premier objectif spécifique, c'est la question foncière. Vous savez que pratiquement la moitié des Port-Bouët, qu'on appelle les quartiers de la route de Bassab, nous avons également du côté de Vridi, Vridi Canal, Vridi 3, tous ces quartiers sont des quartiers qui sont sous titre foncier de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, notre premier objectif spécifique, c'est faire en sorte que ces quartiers-là puissent être déclassés. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, qui nous a conduit donc à créer Nouvelle Vision, c'est l'incapacité des députés ou des maires, puisqu'ils confondent les deux, à faire en sorte que les programmes sociaux mis en place par le gouvernement ne soient pas appliqués à Port-Bouët. On a comme l'impression qu'à Port-Bouët, vous pouvez demander à n'importe quelle personne, pour les 10 personnes, peut-être il y a un ou deux, ils savent qu'il y a les filets sociaux, ils savent qu'il y a le PNSA, ils ne savent pas. Donc, notre deuxième objectif spécifique, c'est faire en sorte que les populations de Port-Bouët, les jeunes, les femmes, les hommes,
soit au courant de tous les programmes sociaux mis en place par le gouvernement. Voilà. Ça, c'est les deux objectifs spécifiques. Le troisième, c'est de faire en sorte que, en dehors des problèmes environnementaux, vous savez qu'à Port-Boué, il y a la mer. Mais la mer et tout ce qui se trouve au bord n'appartiennent pas à Port-Boué. N'appartiennent pas à Port-Boué. Parce que Ça appartient à qui donc? À quelle commune? au ministère du Transport qui gère la mer. Le ministère du Transport sur la mer, je suis un peu. Oui, puisque c'est maritime. Le transport, c'est maritime. Si, tout voilà. à fait. Donc, tout ce bord-là qui traverse Port-Boué n'appartient pas à Port-Boué et nous estimons qu'on doit arriver à faire en sorte que l'État cède cette partie également à Port-Boué pour que nous l'exploitions. C'est vrai, nous avons l'aéroport, nous avons une partie du port, mais la mer fait partie de Port-Boué et doit pouvoir donner des ressources à Port-Boué. Est-ce que c'est des questions qui vous ont préoccupé durant toute votre mandature? Parce que je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes le deuxième adjoint au maire de la commune. Donc pourquoi est-ce que ça n'a pas porté concrètement? Si je suis parti, c'est pour tout ça. Si on a créé une nouvelle vision, c'est pour tout ça. Je vous ai dit que la vision pour laquelle nous sommes engagés n'est pas celle que je vois. Donc c'est pour ça qu'on a eu des conflits. Bon, peut-être que dans la troisième partie... On aura l'occasion de revenir sur les raisons de votre départ du PDCI. Alors, Lansana Karamoko. Oui, cher frère, bonne arrivée. Merci. Vous avez dit deux choses. La première, vous voulez qu'on vous cède, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme bordure de mer. L'État lui-même n'est pas arrivé jusque-là à faire bloquer de façon durable l'avancée de la mer. Est-ce que si on vous cède, vous, Nouvelle Vision, ou bien peut-être plus tard, est-ce qu'on vous souhaite, si vous êtes le premier magistrat de la commune, là où l'État n'a pas réussi, est-ce que vous pensez que vous allez réussir? Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi maintenant? Alors que vous êtes deuxième adjoint au maire, je pense que c'est votre premier mandat en tant que deuxième adjoint ou bien... Non, je suis deuxième adjoint au maire depuis 2018. Depuis 2018. Non, depuis la première mandature. Depuis la première mandature. Mais pourquoi maintenant et pas depuis? Parce que les problèmes que vous évoquez là, c'est des problèmes qui existent depuis longtemps. Bon, alors, concernant votre première question, vous me demandez... alors, il y a une confusion. Nouvelle Vision, ce n'est pas une structure pour prendre le pouvoir. Nouvelle Vision, je vous ai dit que je suis RHDP et que le vice-premier vice-président est RHDP. D'ailleurs, je suis le suppléant de M. Ibrahim Konaté. Donc, ce que nous faisons, c'est d'accompagner le RHDP à travers des personnes qui peuvent voter pour le RHDP sans pour autant être membres du RHDP. Voilà, donc c'est un plus que Nouvelle Vision apporte. Justement, certains disent que votre mouvement a été créé pour juste accompagner certains cadres législatifs. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, si on a créé pour accompagner certains cadres législatifs, ça veut dire qu'après les législatives, le mouvement est mort. Bien sûr. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. On ne peut pas créer un mouvement, aller l'immatriculer au ministère de l'Intérieur, tout simplement pour le fermer le 27 décembre 2025. Ce n'est pas vrai. Mais le fait que nous accompagnons, effectivement, puisque nous-mêmes, moi, je suis RHDP, je vous l'ai dit, je suis RHDP, le premier vice-président est RHDP, le secrétaire général du mouvement qui est avec moi ici est RHDP, et on a dirigé tous le même jour, mais on a estimé qu'à Port-Boué, vu la physionomie du champ politique, aucun parti, par mon expérience, ne peut gagner ces élections s'il n'y a pas un apport extérieur. Et cet apport extérieur, il va être créé par de nouvelles visions. Bien, dernière question sur le mouvement avec Michel Betta. Bon, moi, je pense que si un mouvement a été créé pour, dit-on, une nouvelle vision de Port-Boué, c'est que le constat, quel constat vous faites actuellement de Port-Boué? Comment se présente Port-Boué pour vous? Et la deuxième question que je veux quand même brosser, c'est qu'est-ce que vos promesses actuelles, qu'est-ce qui les différencie des précédentes promesses? Qu'est-ce qui fait que vous dites que vos promesses aujourd'hui seront tenues par rapport à celles qui n'ont pas été tenues hier? Quelle garantie vous avez? En même temps, j'en profite pour dire, vous n'avez peut-être pas répondu. Je vous ai demandé pourquoi maintenant et pas depuis. Bon, alors, je mets tout ça ensemble. Bien sûr. Alors, il dit, alors, si vous aviez écouté nos objectifs, vous aurez compris que ce n'est pas des objectifs difficiles à mener.
Le deuxième objectif spécifique, c'est de faire en sorte que les programmes sociaux mis en place par le gouvernement soient ventilés de sorte que les jeunes, les femmes et les hommes de Port-Boué soient au courant. Je vous prends un exemple. Depuis un moment, nous sommes en train de parler du FAFSI. FAFSI, et il y a une formation au niveau d'une université, bon, je ne vais pas dire une université, à Port-Boué, et nous faisons la promotion pour que les femmes aillent le 13 samedi dernier pour aller s'inscrire, suivre la formation pour bénéficier des FAFSI. Alors, qu'est-ce que nos adversaires ont fait? Ils ont fait croire aux femmes, j'ai l'audio avec moi, hein, que c'était pour relever leurs empreintes et créer de nouveaux fichiers pour les élections législatives et que les femmes ne devaient pas y aller. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est grave. C'est grave. Et ça, nous avons décidé de saisir la PLCC. Parce que c'est grave qu'un groupe de femmes conduit par ceux qui ne veulent pas du progrès de Port-Boué diffusent partout sur les réseaux, n'y allez pas parce qu'ils vont prendre vos empreintes, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Deuxièmement, concernant les jeunes, je vous ai dit qu'il y a le PNSA actuellement, le programme national, stage, apprentissage et reconversion. Mais aucun jeune de Port-Boué n'est au courant de cela. Pourquoi? Parce que pour nous, ça devait être la promotion, quelque chose dont les députés, je m'arrête aux députés, devaient faire la promotion de cela à travers une permanence. Bon, on reviendra dessus. Or, ce n'est pas ça. Les jeunes de Port-Boué, ils sont pratiquement à la rue. Le problème d'employabilité à Port-Boué, il est nul. Ce qui fait que l'objectif ou le rêve de tout un chacun, c'est d'intégrer la mairie. Mais la mairie ne peut pas employer tout le monde. La mairie ne peut pas employer tout le monde. Même au niveau national. Voilà. Les jeunes Même au niveau national, on ne peut pas employer tout le monde. Mais au moins, quand il y a des programmes qui sont mis en route, on devait inciter nos jeunes à aller là-bas. Surtout qu'à Port-Boué, il y a une web TV. Il y a une web TV, il y a un journal, il y a une radio. C'était facile d'informer les jeunes. Ce qui n'est pas fait. Bon, voilà. Alors, votre question c'était? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Non, pourquoi? Quand vous dites pourquoi maintenant, mais c'est les raisons pour lesquelles je suis parti. Donc, vous êtes parti il y a longtemps, environ 8 mois? Non, je suis parti en avril. Vous pensez que pour mettre un mouvement en place, c'est aussi facile que ça? Avril 2025? Ça fait 7 mois. Oui. Mais je veux dire, depuis 2018, tout ce que vous avez évoqué existait comme problème. Pourquoi c'est maintenant? Vous n'avez pas parlé plus tôt? Parce que, pourquoi je suis parti plus tôt? Voilà. Oui, mais on ne part pas comme ça. Pour partir, il faut avoir des idées claires, il faut avoir discuté, il faut avoir tenté de faire changer les choses. On aura l'occasion de revenir sur les raisons de votre départ, pour parler PDC, RHDP. On va maintenant parler... J'avais ma deuxième question. Je demandais qu'est-ce qui explique qu'ils pensent qu'aujourd'hui, hier, ils n'ont pas tenu ces promesses-là. Aujourd'hui, il fait de nouvelles promesses. Qu'est-ce qui explique que ces promesses seront tenues? C'est ce que j'ai expliqué. Ce n'est pas des promesses extraordinaires. Nous disons que nous allons faire en sorte que les jeunes de Port-Boué s'intéressent aux programmes sociaux mis en place par le gouvernement. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Bien. On n'a pas dit qu'on va inventer ou donner des promesses autres que ce que l'État propose. Bien. Je vous dis que j'ai RHDP. Donc c'est le programme du gouvernement que nous allons mettre en place en permettant aux jeunes de Port-Boué de s'y intéresser. Merci, monsieur le maire. Nous allons maintenant parler des législatives à Port-Boué. C'est pour très bientôt. Vous êtes le suppléant du candidat Ibrahim Konaté du RHDP. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux aujourd'hui pour ces législatives dans la grande commune de Port-Boué? Alors, dans la grande commune de Port-Boué, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des problèmes à Port-Boué, c'est le foncier. C'est le foncier et nous avons deux démarches différentes. L'équipe actuelle dit que tant qu'eux sont là, on ne va pas casser. Nous, on dit qu'il faut faire en sorte que le décret qui porte le décret qui fait de cette partie de Port-Boué, je parle surtout de la route de Bassam, il faut faire en sorte que ce décret soit levé et que cette zone soit déclassée. Voilà la différence. Nous, on veut que cette zone soit déclassée et c'est ce que nous disons aux populations. Nous allons ensemble faire en sorte
que cette zone soit déclassée. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, à Port-Boué, on ne peut pas rencontrer les députés. Vous les rencontrez où? L'un est député maire, donc à la mairie, l'autre est député, il n'est pas adjoint maire, il n'est pas conseiller, il n'a pas... Donc il n'y a aucune permanence où les populations peuvent se rendre pour dire, bon, mais la mairie, ce n'est pas le lieu indiqué. Donc si moi, je ne suis pas PDCI, eh bien c'est ça, je ne veux pas voir mon député. Non, mais si, je suis à Port-Boué. Je vous dis que, d'ailleurs, le maire pour le croiser, ce n'est pas une histoire, hein, vous le savez bien, il y a des gardes de partout. Je suis à Port-Boué et je dis que l'objectif, c'est de faire en sorte que le maire ne soit pas, enfin, le député soit quelqu'un accessible. Voilà, que tout le monde peut rencontrer, mais pouvoir le rencontrer, ce n'est pas dans les rues. Il faut bien une permanence pour que nos populations aillent pour voir, monsieur le député, il y a telle loi. Comment on explique cela? Le budget, on nous dit que cette année, l'impôt qui sera consenti au niveau de nous, peut-être les commerçants, on doit payer X ou Y. Il faut bien qu'on leur explique. Mais à part oui, nos députés sont fantômes. Hein. Ils n'ont jamais fait une rencontre avec quelques populations que ce soit. Pas de restitution. Aucune. Aucune. Je vous mets au défi de prendre n'importe quelle population de Port-Boué pour leur demander si un jour ils ont eu une rencontre avec le député. Non. Bien. Merci de connaître. Alors, puisque nous abordons la question de la législature, et vous nous l'avez dit tout au long de cet entretien, vous êtes intrinsèquement et foncièrement et profondément RHDP. Est-ce que être député RHDP pour vous et défendre Port-Boué, même si le gouvernement prend des mesures antipopulaires, est-ce que ce n'est pas un peu antinomique dans votre démarche d'homme? Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous appelez alors, contradictoire. Bon, oui, antipopulaire. Antipopulaire. Récemment, on a vu par exemple la mesure qui concernait les 3 roues, qui heureusement a été suspendue ou levée. Est-ce que si pour Port-Boué, on prend ce type de décisions qui sont des décisions impopulaires, c'est-à-dire qui vont à l'encontre des aspirations des populations, est-ce que vous allez défendre ou bien vous alignez sur la ligne du parti? À votre avis, qui a fait lever cette sanction? Je n'ai pas d'avis, moi je si, le district d'Abidjan. Le district d'Abidjan. Le district d'Abidjan est dirigé par le RHDP. Donc, si une décision est impopulaire, forcément, ce sont les districts d'Abidjan. C'est le ministre-gouverneur qui avait pris la décision et après réaction des populations qui a également suspendu cette décision. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème véritable entre ce que les populations veulent et ce que les gouvernants font? Parce que pour édicter une loi ou une mesure réglementaire, on s'appuie sur ce qu'on appelle l'étude sociologique législative, c'est-à-dire le droit en fonction de la population. Est-ce que prendre une mesure et puis revenir, faire un rétro-pédalage après cette mesure, est-ce que vous ne trouvez pas que ça manque quand même de sérieux et de crédit dans la démarche de gouvernance? Bon, alors la première chose que je vais vous dire, c'est qu'on ne prend pas une décision pour le plaisir ou par dictature. Cette décision a été prise parce qu'au niveau d'Abidjan, il y a beaucoup d'accidents concernant les motocyclistes. Vous reconnaissez ça? Ce qui est déplorable. Alors donc si c'est déplorable, on peut donc prendre des mesures. Maintenant, la mesure telle qu'elle avait été prise au départ, c'était que ces tricycles ou bien ces motocyclistes prennent les allées, les contre-allées. Parce que les contre-allées, quand vous arrivez à Saint-Michel, vous allez les contre-allées jusqu'à Fouboïn, les contre-allées. Donc l'objectif au départ, c'était ça, pour éviter un maximum de choses. Donc ça n'a pas été pris au hasard. Ça a été pris avec un certain nombre d'éléments. Pour rebondir rapidement, pourquoi est-ce que... Laissez-moi finir. Pour rebondir, s'il vous plaît. Allez-y, vous allez poser la question. Il fallait donc prendre une mesure. Maintenant, si on prend une mesure et qu'on voit que ça dérange un peu plus d'hommes, c'est la sagesse, je voudrais qu'on revienne dessus pour voir comment on fait pour relancer cette histoire, parce qu'on ne va pas revenir dessus et permettre que les morts continuent de s'augmenter. Je donne un exemple, l'autoroute de Bassam. L'autoroute de Bassam. Ce qui a médité à
la création ou à la construction d'une contre-allée, c'est le fait que c'est la seule voie, pas l'autoroute de Bassa, mais la voie express de Port-Boué, qui part de Akouaba jusqu'à Nani. Quand vous prenez l'autre portion, c'est-à-dire de Koumassi jusqu'au pont au Fouboï, c'est cette voie-là qui engrangeait le plus d'accidents. Cette voie qui part de, comment on appelle, de Koumassi jusqu'à chose, c'est-à-dire après le carrefour ancien Koumassi jusqu'à Nani, c'est cette voie-là qui crée le plus de problèmes, le plus d'accidents, etc. Et c'est pour cela que l'État a décidé de faire une contre-allée. Mais malgré la contre-allée, on a constaté que les gens continuaient à chose. Donc, c'est pour cela que, si vous voyez, il y a un mur qui a été fait pour empêcher le mur de les Berlin. gens. Bon, si vous voulez penser que c'est le mur de Berlin, allez-y le cacher. Qui cacherait une certaine réalité. Non, écoutez, n'allez pas dans ce domaine, parce que si vous êtes dans ce domaine de réalité, on reviendra sur la mairie. Oh, nous ne sommes pas là pour ça. C'est sur quoi je voulais rebondir, c'est que dans la prise des lois, puisqu'on sait que les tricycles sont des moyens de subsistance pour une grande partie de la population à Abidjan, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réfléchi, puisque vous défendez le district, pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Non, mais ça déconne. Monsieur le maire n'est pas sur ce plateau au nom du district d'Abidjan. Non, juste une question. Non, parce que ça vous engage également quand vous répondez au nom du district d'Abidjan. Mais je ne réponds pas au nom du district. partisan du... Je ne réponds pas au nom du district. De façon on va faire l'effort de hypothétique. rester sur les questions liées aux élections Est-ce qu'on n'aurait législatives. pas pu, et ça rentre également dans le cadre de l'action du député, et vous avez tout à l'heure parlé de l'emploi, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu, par exemple, former et encadrer, prendre une mesure pour former et encadrer ces motocyclistes pour contribuer à les sorties de l'informel? Voici la question que je voudrais poser. Je pense qu'il y a un ministère de l'Emploi jeune qui peut donc résoudre ces problèmes. En fait, le district n'a réagi que par rapport aux accidents. Maintenant, qui réfléchit, qui prend les décisions pour que les jeunes qui ont décidé d'être des, comment on appelle ça même, des livreurs, soient encadrés. Motocyclistes. Voilà, Motocyclistes. donc, ça, c'est une affaire du ministère de l'Emploi. Je ne pense pas que ce soit l'affaire de nouvelles visions. Vous pouvez militer pour ça. Alors, question sur les élections législatives. L'ancien Karamoko, ensuite Michel Betta. Ouais, je vous ai suivi. Vous avez des brillantes idées et des bons projets, n'est-ce pas, pour la commune de Port-Boué en votre qualité de député. Mais vous savez, depuis des lustres, en dehors du PDCI auquel vous apparteniez... Vous aimez répéter ça, hein? Non, je viens à ma question. Oui, auquel vous apparteniez, oui. Aucun autre parti n'avait gagné à Port-Boué. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir, maintenant que vous êtes passé de l'autre côté, faire balancer les électeurs afin d'atteindre votre objectif qui va vous permettre, n'est-ce pas, qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de dérouler tout ce que vous nous dites cet après-midi? Est-ce qu'il y a un espoir véritable pour vous de gagner ces élections? Alors, je vais corriger quelque chose. Ce n'est pas le PDCI qui a gagné les élections législatives durant tout le temps. À l'avènement du président Gbagbo, c'est le FPI qui a remporté les élections législatives. Ensuite, quand on était au RHDP avec le PDCI, c'est le PDCI et le RDR qui ont remporté les élections législatives. Si vous comprenez. Donc, avant l'avènement du président Gbagbo en 2000, évidemment, c'était le PDCI qui remportait. Mais à l'avènement du président Gbagbo, à la législative qui a suivi, ça n'a pas été le PDCI. Je suis désolé, c'est avec Masseni Touré, Bamba, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est faisable. Ensuite, il y a eu le PDCI et le RDR ensemble, avec M. Yeo, M. l'honorable Kwaku, Yeo Fosier et Bertin Kakabe, qui ont été députés. Par la suite, Kakabe a été remplacé par le docteur Armand Mouto, qui était PDCI, pendant que Yeo était chose. Et ce n'est qu'à la dernière législature que le PDCI a remporté les 2 sièges, étant opposé au ministre Siandou et autres choses. Mais ce que vous voulez savoir, c'est que toutes ces victoires du PDCI, c'est moi qui étais le directeur de campagne. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a possibilité. Ok. Voilà. Bien. Michel Betta.
Oui, l'honorable, vous dites comme ça que vous avez un projet pour pour les lotissements et de la ville. Vous savez que Port-Boué, particulièrement, c'est un espace où il y a eu beaucoup de déguerpissements, il y a eu beaucoup de déplacements de population. Quelles solutions concrètes vous avez pour ces populations-là aujourd'hui, en tant que député? Bon, alors, il y a une erreur que vous faites. Je n'ai pas parlé de lotissement pour les populations. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous... Déclassement, c'est ça? Ouais, déclasser, c'est-à-dire enlever le titre foncier que l'État a sur ces maisons. Parce que si on parle de 650 000 habitants à Port-Boué, il y a au moins 350 000 qui habitent sur ce côté. Maintenant, au temps de Madame Akangui, c'est le bord de mer qui a été... Madame Akangui a eu plus de 30 ans pour déclasser ça, mais les gens ne l'ont pas fait. Et c'est ce que ceux qui sont là actuellement font la même chose. Tant que je suis là, on ne peut pas casser. Tant que je suis là, on ne peut pas casser. Mais on a cassé l'abattoir. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas que d'un jour à l'autre, on vienne casser, mais ce qu'on veut, c'est de faire en sorte que si nous sommes élus, et nous le serons, vous m'avez appelé honorable. Ouais, c'est notre souhait quand je reçois quelqu'un ici. C'est prémonitoire. Donc, au moins, cette partie-là soit déclassée. À partir du déclassement, après le déclassement, ils vont restructurer le quartier. Et puis, bien sûr, chaque individu ira faire chose. Bordeaux a été déclassé. Et ceux qui ont été classés maintenant, parce qu'on sait qu'à Port-Boué, il y a des populations qui ont été déplacées, il y a d'autres qui ont été... Qu'est-ce que vous proposez pour elles? Les populations de l'abattoir, c'est eux qui ont été cassés. Oui. Voilà. Alors, avant de parler de l'abattoir, il faut dire que ce n'est pas le gouvernement, le district seul qui casse. Le maire même vient de casser une école, une église, etc. Bon. Il en a donné les raisons. Quelles raisons? Bon, maintenant, moi, je vous donne les raisons d'abattoir. Ce n'est pas pour défendre quelqu'un, mais c'est pour vous dire ce qui s'est passé. Lorsque le ministre Bakongo, gouverneur Bakongo, est arrivé au pouvoir, vous vous rappelez qu'il a fait le tour des communes. Et il est arrivé à Port-Boué. À Port-Boué, il a fait environ 45 minutes, 1 heure avec le maire. Par la suite, ils sont venus nous rencontrer, les adjoints au maire, le ministre gouverneur et le maire lui-même. Voilà ce qu'il nous a dit. Moi, j'ai été nommé. Vous êtes élu. Donc, dites-moi, ma mission, c'est la salubrité, c'est l'assainissement. Dites-moi les quartiers où il y a des problèmes pour que je les règle. Il y a eu Toviato. Toviato, la mairie avait décidé de casser Toviato, bien avant l'avènement du ministre-gouverneur. Et tout avait été fait. Les maisons ont été marquées, vous pouvez aller le regarder, par la mairie. Et puis au dernier moment, c'est le vice-gouverneur Ibrahim Kouraté qui a saisi les gouvernants pour faire arrêter, ça devait se faire le lendemain, pour faire arrêter les casses au niveau de Toviato. Concernant l'abattoir, à cette réunion, voilà ce que le maire a dit. Moi, j'ai dit les choses qui sont vraies. Il a dit, et c'est vrai, parce que moi-même, j'ai fait une conférence de presse à l'époque contre le Premier ministre actuel. Il a dit, l'abattoir, c'est l'entrée de la Côte d'Ivoire par l'aéroport. Et les moutons sont toujours là. Malgré tout ce qu'on a essayé de faire pour faire nettoyer cet endroit, ça n'a pas été possible. Deuxièmement, il y a une société, bon, elle n'existe plus là, donc je peux dire son nom, Batipro, qui fait du ciment et qui est donc pas très loin de l'hôpital. Et donc, les particules, justement, rentrent dans l'hôpital. Troisième élément, nous avons voulu faire une action de démolition des fumoirs à l'abattoir et malheureusement, on a fait dans tous les quartiers, arrivé à l'entrée de l'abattoir, un coup de fil est venu, je ne sais d'où, qui a fait que les policiers ont reculé, n'ont plus fait l'action. Et puis, donc ça veut dire qu'il y a de la drogue là-bas. On nous a dit qu'il y avait des grands dealers qui étaient là-bas. Autre élément avancé par le maire, c'est qu'il y a des armes là-bas et il y a la prostitution. Quand tu as fini de dire tout ça à quelqu'un, vous voulez qu'il fasse quoi? Ben, il va venir casser. D'abord, la première chose, c'était de nettoyer l'entrée de Port-Boué.
Et c'est ce qu'ils sont venus faire lorsque les jeunes de l'abattoir ont montré qu'effectivement il y avait des armes, qu'il y avait des choses, en venant brûler l'engin qui faisait cela, en brûlant un bus et en le prenant pour se promener, et puis en brûlant une voiture de police. Alors écoutez, nous sommes dans un état, ils ont estimé qu'il fallait raser tout ça. Encore que, pendant notre première mandature, nous sommes rentrés en conflit avec le district par rapport à qui appartient l'abattoir. À qui appartient l'abattoir? Le district dit que selon la loi de, je ne sais pas, une vieille loi là, tout ce qui appartient à la ville d'Abidjan doit être reversé au district. Oui. Et le maire dit que les populations de l'abattoir votant à Port-Boué, bénéficiant des structures de Port-Boué, appartiennent donc à Port-Boué. Voilà. Alors moi j'avais suggéré à l'époque qu'une action en justice soit menée. Mais ça n'a pas été fait. Voilà. Donc Bien. voilà. Merci, monsieur le maire. Alors, on va poursuivre avec les législatives. Aujourd'hui, vous n'estimez pas, vous ne pensez pas qu'il y aurait meilleur choix au RHDP à Port-Boué, en dehors des deux candidats tête de liste, Konaté, Ibrahim et Soro Théo. Pourquoi pas vous-même? Bon, moi-même, parce que, en réalité, je suis arrivé le 10 avril. Le parti a demandé à ses cadres qui veulent participer à ces élections en tant que candidats de déposer leur dossier. Est-ce que vous l'aviez fait? Non, je n'ai pas déposé mes dossiers. On me l'a même suggéré. Mais j'ai estimé, vous savez, nous avons fait une petite rencontre. Et j'ai estimé que nos chances, c'est le meilleur en étant dedans. Mais c'était M. Ibrahim Konaté qui avait déjà essayé au niveau de la mairie. On a été adversaire. Et puis, bien sûr, le DG de la CI, parce que tout simplement, parce qu'on a d'autres DG, parce que tout simplement, lui, il est de Port-Boué. À l'époque, j'avais, pour contrecarrer le ministre Siandou, j'avais émis un slogan, Port-Boué d'abord. Voilà, Port-Boué d'abord. Et c'est ce slogan-là qui a fait que, enfin, je n'ai pas trop, mais la majorité a fédéré vers ça. Donc, il n'était pas question de prendre des gens, des personnes qui ne venaient pas de Port-Boué pour rester dans le même tempo, pour ne pas que le PDCI utilise ça. Voilà. Donc, le DG de la CI, qui est un enfant de l'abattoir, et de la CI, Ibrahim Konaté, qui est un enfant de Port-Boué, et moi-même, et puis Mme Ami Fofana, nous avons, pour ce côté-là, nous avons rempli mission. Bien sûr, il y a d'autres cadres. Il y a d'autres cadres qui auraient pu être choisis, parce que certains ont déposé leur dossier, mais c'est la direction qui juge qui est apte à nous rapporter la victoire cette fois-ci. Voilà. Bien. Lansana Karamoko. Je voulais renchérir dans la même direction que vous. Est-ce que c'est par humilité, puisque vous avez fait déjà gagner plusieurs listes, vous étiez directeur de campagne de toutes ces listes qui ont gagné, est-ce par humilité que vous dites, bon, comme je viens d'arriver, Konaké n'a qu'à y aller, bon, vous êtes suppléant, même si vous gagnez, le suppléant est peu... Quel pouvoir il a le suppléant quand on connaît son statut? Bon, alors ce n'est pas par humilité, mais c'est par mon raisonnement. J'estime qu'il y a des gens qui sont dans le parti depuis des lustres et qui ont un mérite plus élevé que moi. Ce n'est pas parce que j'ai été directeur de campagne ailleurs que j'arrive et puis on me positionne comme chose. Ça va créer des trous dans le parti. Bon, maintenant, je sais qu'être suppléant n'a pas de valeur en tant que tel. Mais dans notre cas, ce qu'il faut voir, c'est que M. Ibrahim Konaté est vice-gouverneur. Oui. Par conséquent, ne pourra pas siéger. Ah, okay. Voilà. Donc, vous avez compris maintenant. Vous avez compris, voilà. Bien. Alors, mais je vais vous permettre de commenter cette sortie d'Assalé Tirmoko. C'était en décembre 2024. Il disait, ce sont des faits, hein, pour les députés suppléants, en cas de nouvelle élection, en cas de décès du titulaire, ce n'est pas possible. Également, il faut une nouvelle élection en cas de décès du titulaire. C'est pareil pour les cas de démission ou de maladie prolongée. Il estime que la suppléance à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire manque terriblement de substance. Quelle lecture faites-vous de ces propos? Je suis entièrement d'accord avec
M. Assali Tchemoko. Vous savez, c'est le PDCI qui a institué cette affaire de suppléance. Mais le PDCI n'est plus au pouvoir, c'est le RHDP. Oui, mais ça existe. En même temps, instaurant la suppléance, a estimé que les suppléants pouvaient faire tuer les députés et prendre leur place. Par conséquent, il n'était pas question que le suppléant soit le remplaçant immédiat de choses, sauf si le député est appelé à d'autres fonctions. Donc c'est resté là comme ça. Et dans l'esprit de tout le monde, quel que soit le pouvoir qui vient, on estime que... Bon, attendez. Quel que soit le pouvoir qui vient, bon, on préfère garder ça comme ça parce qu'on connaît les Africains. Voilà. Bien, Michel Pardon, excusez-moi, je pense que la suppléance a été instaurée sous Laurent Gbagbo. Hein. C'est le PDC. Ouais, c'est le FPI. C'est le FPI. Voilà, d'accord. Donc, je pense que vous en avez gros contre le PDC. Non, je n'ai rien contre le PDC. De toute façon, vous n'êtes pas là en tant que... Non, bien entendu. Non, c'est pas des faits. Les faits, c'est que la suppléance a été instituée dans le mais les raisons ne changent pas. Les raisons ne changent pas. On va prendre rapidement quelques questions. C'est le docteur Bricy Claude, qui était le vice-président du groupe parlementaire FPI à l'Assemblée nationale, qui a proposé en tant que député. C'est d'ailleurs la seule loi proposée par un député qui a prospéré puisque c'est vide. Merci Alors, de connaître. puisqu'on est sur la question des législatives, à quoi est-ce que la dernière question. vous, en tant que colistier d'un député, à quoi est-ce que la jeunesse ivoirienne dans son ensemble qui aspire... Oui, mais il donne... pardon, en tant que suppléant. Voilà, à quoi est-ce que... Non, laissez siéger là d'abord. Moi, je suis suppléant. Est-ce que la jeunesse ivoirienne doit s'attendre en termes de propositions de loi pour l'emploi et à quoi est-ce que les entrepreneurs peuvent s'attendre en matière d'employabilité et de loi? Alors, ce que c'est la même chose. Je reviens sur la même chose. Hein. Nous avons créé une nouvelle vision dans cet objectif. Ce n'est pas parce que je vais suppléer quelqu'un que nous laissons tomber, mais je le supplée en tant que RADP. Donc pour moi, comme pour Nouvelle Vision, ce sont les programmes sociaux mis en place par le gouvernement qui doivent être appliqués dans toutes les communes. Je vous donne un exemple pour le FAFSI. Moi, ma petite soeur habite à Marcory. Elle est commerçante au marché de Marcory. Et le député maire Abiraoul fait en sorte que toutes les femmes soient informées du FAFSI. Et ma petite soeur a pris 4 fois le FAFSI. Mais allez voir Port-Bouilly. Je vous dis qu'avant-hier, un programme a été lancé. Il y a les gens de l'autre côté qui disent que c'est pour tricher. Et que si elles vont, on va prendre leurs empreintes et qu'elles ne doivent pas y aller. Voilà. Donc il y a des contre-vérités qui sont dites. Sinon, je ne dis pas qu'en tant que député, je vais faire des lois. Pour autre chose, la seule proposition de loi que nous voulons faire, c'est le déclassement des quartiers routes de Bassam. Une seule, pour 5 ans. Ben, y en a qui ont fait les Ivoiriens ont beaucoup de problèmes. Vous êtes le député de la nation. Vous êtes le député de la nation. Le député, quelqu'un m'a dit, ça fait 30 ans qu'il est là. Quelle loi il a proposé? Non, vous n'êtes pas à l'Assemblée, mais ça va. Non, mais si, je sais. Il a dit tout à l'heure qu'il y a une seule loi qui a été chose. Mais nous sommes les députés de la nation, mais nous avons les préoccupations de nos mandats. Voilà. Et les préoccupations majeures de nos mandats, c'est le déclassement de leur quartier. Bien. Merci, monsieur le maire. On va marquer une courte pause avec cette rubrique qu'on appelle le chiffre du jour. Un chiffre en rapport avec votre actualité. C'est maintenant. Voilà, le chiffre du jour, c'est 2. Monsieur le maire Aka Nodjo Miezan, deuxième adjoint au maire de Port-Boué, reproche à la mairie une tentative de retrait de son véhicule de fonction. C'était le 2 mai 2025, quelques semaines après son passage du PDCI RDA au RHDP. Selon lui, 4 agents municipaux sont venus à son domicile à Grand Bassam sans mandat officiel, traumatisant sa famille, notamment son petit-fils. Vous qualifiez cette intervention de représailles politiques, pointant que d'autres élus du PDCI continuent de bénéficier de leur véhicule avec chauffeur. Le tribunal de Grand Bassam avait été saisi sur cette affaire. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est une affaire qui a été jugée.
Ça a été jugé lorsqu'on m'a... Enfin, c'est moi qui ai porté l'affaire en justice. C'est moi qui ai porté l'affaire en justice. Et au tribunal, le président du tribunal m'a demandé qu'est-ce que je voulais. Je lui ai dit que je ne veux rien du tout. Moi, c'était pour leur donner une leçon qu'ils n'ont pas le droit de quitter Port-Boué. Eux, des agents municipaux, pour venir chez moi pour chose. Bon, là-bas, l'avocat a sorti un papier qui est antidaté pour dire qu'on leur a donné mandat de venir. Ce qui est certain, c'est que mon véhicule est chez moi. Et bon, ils ont pris leur chauffeur. Moi, j'ai pris un chauffeur. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens, la troisième adjoint maire de la première mandature, qui n'est même plus conseiller municipal, a une voiture et son chauffeur. Le député qui n'est plus dans la liste du PDCI a son véhicule. Un autre qui était quatrième adjoint au maire, qui n'est plus dans la municipalité, mais qui est conseiller municipal, a son véhicule, et que le maire vient dire que moi je dois déployer ma voiture, ça veut dire que c'est un problème politique. Et j'ai dit non. Alors, il a saisi la DGDL, et je leur ai donné tous ces exemples. Depuis lors, tout est rentré dans l'ordre. Bien, Michel Betta, commentaire, 30 secondes. Non, moi je pense que le maire faisait qu'appliquer la loi. Bon, si la loi a été appliquée, c'est ce qu'on souhaite, que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur quand il s'agit de situations liant des personnes. Alors, quand vous dites que le maire a appliqué la loi, ça veut dire quoi? Non, je pense la loi n'est pas que ceux qui sortent. Non, je pense que le maire exécute un mandat, je dis, en tant qu'élu, donc il s'en tient en dehors de son territoire. Non, il s'en tient aux dispositions que lui donne la loi pour agir. Donc je pense que c'est en fonction de ça qu'il a dû agir. Bien. Ne dites pas ça. Quelle est la loi qui lui donne autorisation de prendre le véhicule d'un adjoint au maire pendant que d'autres ne sont plus adjoints au maire et qui ont leur véhicule? Quelle est la loi? Donnez-moi la loi. Moi, je pense que le maire est suffisamment outillé pour agir dans ces genres de je vous dis que le maire de Port-Boué, il agit par émotion. Bien, ça c'est très rapidement, parce qu'il faut retenir quand même que aussi bien le maire que le premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième ou huitième sont tous des élus au même titre, au même moment, dans la même salle, le même jour. Donc, il a droit à un véhicule. Mais donc, c'est-à-dire, quand vous expliquez ça comme ça, que Oumou n'est pas ce grand démocrate qui laisse transparaître. Bien, malheureusement, dans le sud du jour, on ne pose pas les questions. Moi, je pense que ça pose, ça permet vraiment de s'interroger sur l'application systématique des lois que nous avons dans notre corpus et notre ordonnancement juridique. Ce qui aurait été, après avoir lu un peu là-dessus, la bonne manière de faire, ça aurait été de convoquer un conseil municipal qui, lui, aurait pu délibérer sur la question du retrait ou de la continuité de l'attribution du véhicule. Donc c'est pour ça que nous tenons à rappeler tous les jours qu'il faut respecter les lois. Il faut qu'on ait des lois fortes, crédibles et qui ne s'appliquent pas, j'ai envie de dire, à la tête du client. Bien. C'est pour ça que j'ai dit qu'il réagit par émotion. Bien, messieurs les maires, on va marquer une courte pause. Après, on reviendra pour parler des raisons qui ont suscité votre retrait du PDC RDA de Tidjane Thiam et migrer vers le RHDP du président Ouattara. C'est maintenant la réclame publicitaire. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Notre invité, c'est M. Aka Nodjo-Miezan, deuxième adjoint au maire de Port-Boué, candidat suppléant, bien sûr, pour les législatives du 27 décembre prochain à Port-Boué et président du mouvement Nouvelle Vision pour Port-Boué. Monsieur le maire, on parle maintenant de votre adhésion au RHDP. Il y a quelques mois, vous avez dit, je cite, « Je préfère venir manger dans un restaurant où on peut manger du riz, de la loco, des plats ivoiriens, que d'être dans un restaurant où on ne mange que du tiep. » Ce message a dessus plus d'un. Quel sens donnez-vous à ces propos que certains Ivoiriens estiment de ne pas être catholiques dans ce domaine politique, dans ce milieu politique? Je ne sais pas ce que vous appelez catholique, mais vous savez, la plupart des opposants, parce que là, vous avez pris la phrase sans mettre tous les éléments, tous les ingrédients qui vont avec. Donc, si ça vous a dessus, c'est que vous avez mal compris. Pas moi, ça a dessus certains Ivoiriens. C'est qu'ils ont mal compris. Alors, quand vous quittez le PDCI pour aller au RHDP, on estime que vous allez au restaurant. C'est un parti où il y a un restaurant. J'ai pris dans cette interview, j'ai dit que Samba David, qui était au PPACI, est allé au PDCI. Bon, là, il n'est pas allé au restaurant. Paix à son âme,
le maire de Iré, qui était au RADP, est passé au PDCI. Alors, si vous estimez que les partis politiques sont des restaurants, oui, je suis allé dans un restaurant où on mangeait placali, aloko, etc., que d'aller dans un restaurant où on mange du tchèp. C'est clair, c'est simple, ce n'est pas lié à chose. C'est une punchline que j'ai mis et je suis content parce que ça a pris, tout le monde a retenu ça. Certains parlent de politique du ventre. Oh, qu'est-ce qu'on appelle politique? Donc ça va, est parti pour une politique du ventre. Non, c'est de vous qu'il s'agit, monsieur le maire. Non, moi, je ne sais pas. Mais il est parti dans un restaurant aussi, non? Mais moi, je n'ai pas besoin d'aller dans un restaurant. Je suis parti au RHDP, je l'ai dit, pour plusieurs raisons. Et je l'ai dit dans mon discours. La première raison, c'est que, de prime abord, voilà, M. Beta, il ne me connaît pas dans le PDC. Je suis membre du groupe politique. J'étais membre, est-ce qu'il me connaissait? Non. Parce que je suis devenu membre du... Moi, je n'ai jamais milité au PDC. Hein. Je n'ai jamais milité au PDCI. Il ne faut pas le regarder, il ne me connaît pas. Alors, comment je suis devenu membre du bureau politique? Moi, j'ai rejoint l'équipe de Mousse Sylvestre en tant qu'enfant de Port-Boué. Notre combat, c'était enfant de Port-Boué. Et nous avons créé une équipe indépendante pour aller aux élections. Et puis, en cours de route, le PDCI a quitté le RADP et le candidat du PDCI et du RADP, qui était Siandou, a choisi d'aller avec le RADP. Et c'est Kakabe qui allait négocier parce qu'on n'était pas PDCI, on n'était pas un PDCI avéré. Peut-être qu'il était, mais il ne militait pas en tant que PDCI puisqu'il allait 2 fois en indépendant contre Akangui. Donc, c'est Kakabe qui l'a introduit auprès du président Bidier et ensuite qui a accepté ou qui a décidé qu'il devienne le candidat du PDCI. Quand il est venu nous dire, on s'est dit, bon, il faut qu'on y aille pour qu'on soit protégé. Parce que si le PDCI a un candidat, que le RHDP a un candidat, ce n'est pas sûr qu'en tant qu'indépendant, on puisse nous donner notre victoire puisqu'on était sûr de gagner. Donc on est allé en PDCI et c'est après ça que le président Bidier a estimé que je méritais de rentrer directement au bureau politique du PDCI. Bon, ça c'est... mais je n'étais pas PDCI en tant que tel. Moi, je suis... Tout le monde a pas... Une fois que vous adhérez, vous êtes militant du PDC-RDA. Tout le monde sait que j'étais alassaniste. Et dans ce groupe que nous avons formé, cette liste n'était pas une liste PDCI. Il y avait des gens du COGEP, des gens du PPACI ou FI, il y avait des gens du RDR, il y avait des alassanistes, etc. Il y avait tout le monde dedans. Cette liste qui devait gagner avant que le PDCI ne vienne mettre son étiquette chez nous. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous y sommes allés. Maintenant, vous savez, j'ai estimé que, mes raisons profondes, j'ai estimé que le président Alassane Ouattara avait fait un travail merveilleux. Un travail vraiment qui méritait qu'on puisse l'accompagner en tant qu'alassaniste et en tant que libéral. Voilà. Et puis, mais avant de partir, j'ai quand même essayé de faire comprendre au PDCI que le député maire est atteint du syndrome d'Ibris. Du syndrome de d'Ibris. J'ai écrit à Agosi Benjo, qui a été nommé haut représentant du PDCI, pour lui expliquer les choses. J'ai écrit au ministre Bombé, qui est le président au des sages. J'ai écrit au directeur de cabinet comment il s'appelle, du président Thiam. J'ai même envoyé un vocal à travers quelqu'un au grand frère du président Thiam, Aziz. Voilà, donc je pense que j'avais contacté pratiquement tout le monde pour que cette affaire soit résolue. Malheureusement, que Nani. Donc, j'ai estimé que je n'avais plus ma place dans un parti où on ne peut pas régler le problème. Parce qu'ils connaissaient le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de notre installation, l'installation du conseil municipal et choses, nous nous sommes réunis à l'hôtel Azalaï pour décider ensemble, puis c'était notre slogan,
quels sont ceux qui devaient devenir, qui devaient rentrer dans la municipalité. Bon, c'est vrai, tout le monde s'attendait à ce que je devienne le premier adjoint au maire, puisque Adja était parti et que c'est moi qui ai assumé tous ces rôles. Et puis, le maire nous dit d'ego comme ça qu'on ne choisira pas les adjoints au maire ici, on va les choisir dans la salle, quand nous serons dans la salle des choses. Bon, tout le monde a dit, mais ça, c'est pourquoi on est venu ici alors? Et beaucoup ont parlé, ça a commencé à parler. Et puis bon, il s'est énervé et il nous a dit, c'est ce que je vais faire. Et celui qui n'est pas d'accord, je vais le sanctionner comme j'ai sanctionné Adja Alain. À partir de ça, là, personne n'a dit quoi que ce soit. Et on est allé le lendemain et dans la salle, et il a choisi la 6e adjoint au maire comme premier adjoint au maire, comme je vous l'ai dit, c'est la belle-fille de, comment il s'appelle, père à son âme, l'ancien président, Kopli, la belle-fille, dans l'espoir qu'il monte, et bien sûr il a monté. Mais quand il a choisi, moi j'ai rien dit, mais il y a un conseiller municipal qui a dit non, on ne peut pas accepter ça. Le monsieur ne peut pas être directeur de campagne toujours, et puis donc moi je le propose aussi. Donc on est allé aux élections. Et sa candidate a eu 28 voix. Je suppose que peut-être vous étiez là-bas. A eu 28 voix. Moi aussi, j'ai eu 28 voix. Voilà. Et donc, ça posait problème. Il fallait aller au deuxième tour. Et le secrétaire général d'alors, le ministre Guy Kavé, et le porte-parole du PDCI, Brendoumi, ont décidé qu'on se retrouve dans une salle pour en débattre. Pendant ce temps, les conseillers municipaux aussi sont réunis pour débattre. Et voilà ce que le ministre Guy Kavé m'a dit. Tu es membre du bureau politique du PDCI. Si on va à la l'allure où je vois les choses, tu vas gagner. Mais si tu gagnes, tu vas fragiliser et le maire et le PDCI. Donc je te demande, en tant que secrétaire général du PDCI, de retirer ta candidature. Bon. J'aurais dû ne pas le faire. Mais j'ai accepté de le faire. Et puis, donc, quand on est revenu, j'ai accepté de retirer ma candidature. J'ai demandé pardon au maire. J'ai demandé pardon à celui qui m'avait choisi et les autres qui n'étaient pas du tout contents. Mais voilà comment on m'a mis comme deuxième adjoint. Parce que depuis un moment, justement, j'avais commencé à me plaindre de l'orientation des choses. On ne va pas rentrer dans ça, bien qu'on va mettre dans l'orientation. Voilà. Et puis, quand on a, je vous montre la crise, quand on est arrivé au 7e choix, c'est-à-dire le 7e adjoint au maire, sa proposition a été, il y a eu une contre-proposition, et cette contre-proposition a gagné les élections. Donc le 7e adjoint au maire qu'il a choisi n'a pas été choisi par les conseillers municipaux. Ça veut dire que mes lettres devaient permettre à la direction du PDCI de comprendre qu'il y avait problème. Mais il n'y a eu aucune réaction. Non. Bien, merci de que je ne devais pas être là encore. Alors, monsieur le maire, moi je vous entends parler, je vous écoute très bien. J'ai envie de dire que je bois vos paroles pour essayer de comprendre un peu les acteurs du microsome politique ivoirien. Avec ce Port-Boué. Non, ivoirien en général, parce que vous venez certes de Port-Boué, mais vous êtes la traduction de la démarche des hommes politiques ici en Côte d'Ivoire, de ce que j'ai eu à constater. Parce que depuis longtemps, vous nous dites que vous êtes alassaniste, ensuite vous nous décrivez un certain nombre de problèmes qu'on peut qualifier de problèmes personnels. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une absence de courage dans la démarche de certains hommes politiques ici qui n'arrivent pas à dire non dès le départ et puis après, quand ils trouvent l'occasion de rejoindre par exemple le RHDP, comme vous l'avez fait, le font? Est-ce que ce n'est pas une absance de courage? Bon, je ne sais pas. Moi, je vais parler au nom des autres. Moi, je vous dis que moi, ce n'est pas un manque de courage. Tout le monde sait comment je fonctionne. Si je ne fonctionnais pas comme ça, je ne crois pas que le ministre Yandou aurait été battu à Port-Boué. Je m'arrête là. Ben, je pense qu'il y a quand même quelque part une absence de cohérence dans la démarche, puisque dès le départ, vous vous qualifiez comme étant un indépendant. Ensuite, vous allez sur une liste avec le PDCI. Pourquoi autant de, j'ai envie de dire, de compromis là-dessus? Pourquoi ne pas être allé directement dès le départ au RHDP? Alors, je vais vous expliquer. Oui.
la liste que nous avions formée, comme je l'ai dit, c'était une liste indépendante. Mais dans cette liste, il y avait des Alassanis, il y avait des RDR, il y avait des FPI, il y avait le COGEP, il y avait un peu tout le monde. Voilà, donc c'était une liste des enfants de Port-Boué. Et ce qui a milité à ce que j'aille dans la liste indépendante, c'était le fait que le ministre Siandou n'était pas de Port-Boué. Et je vous ai dit également, quand je parlais, que le slogan que nous avons mis en avant, c'était Port-Boué d'abord. Donc moi, c'est pourquoi chaque fois quand je parle de Port-Boué. Ma démarche, c'était Port-Boué. Et c'est pour Port-Boué que je suis venu dans cette liste indépendance. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que le choix du PDCI, enfin, avant que le président Bédié n'intervienne, devait être Adja, puisque lui, il était PDCI et c'est lui qui avait déposé sa candidature au PDCI. Je l'ai expliqué, c'est l'ambassadeur actuel Kakabe qui a milité pour que le président Bédié choisisse Emou, qui était déjà parti 2 fois en indépendant, et on partait encore en indépendant. Et lorsque le président Bédié a accepté quelque chose, il a demandé à ce que Adja rejoigne notre groupe et que nous allons en PDCI. Voilà. C'est aussi simple que cela. Mais on est parti en PDCI, mais chacun, on n'est pas tous devenus PDCI, hein. Chacun a gardé. Moi, c'est le président Bédié qui a estimé que j'avais fait un bon travail et qui a estimé que je devais donc devenir membre du bureau politique. Bon, j'estimais que... Parce qu'après 2010, je n'ai plus fait de campagne. Après 2010, moi, je suis rentré m'occuper de mes affaires. Parce que j'ai estimé que c'était plus important que de faire la politique. C'est le choix, comme c'est le choix. Si le RHDP avait choisi un enfant de Port-Boué en 2018, je serais parti là-bas. Bien. Et vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir trahi le président Bédié? Trahi le président Bédié, pourquoi? Il n'est plus. Votre départ au RHDP, c'est après son décès. Ce qu'il a propulsé en avant, en tant que ministre et autres, le ministre Adjoumani l'a dit. Quand il leur a dit de faire demi-tour, il lui a dit, écoute, on va y aller, si ce n'est pas bon, on reviendra. Donc, si ils n'ont pas trahi, pourquoi moi je vais trahir, moi qui n'ai bénéficié de rien du président Bédié? Je ne sais pas. Où est la trahison? Je ne me sentais pas à l'aise là-bas, je suis parti. Oui. Où je devais être. Aujourd'hui, vous êtes parti au RHDP. Vous avez certainement abandonné ceux qui ont cru en vous au PDCI. Qu'est-ce que vous répondez à ces militants qui sont désorientés aujourd'hui face à votre attitude? Alors, c'est pour ça que j'ai créé la nouvelle vision. Et la plupart sont venus. La plupart. Moi, je ne pars pas avec une meute de personnes derrière moi pour faire croire que je viens avec la masse. Non. Je suis parti avec un autre conseiller municipal. Il y a une autre qui vient de me rejoindre avec quelques agents. Et puis, j'ai créé une nouvelle vision et tous ceux qui croient à moi sont en train de basculer là-bas. C'est aussi simple que cela. Vous avez une ambition politique pour Port-Boué? La nouvelle vision, comme je l'ai dit, apporte un surplus au RHDP. Ok, voilà. Bien. L'ancien Akaramoko. Oui, c'est vrai que vous avez dit qu'au départ, vous étiez alassaniste dans votre structure indépendante que vous aviez mis en place pour aller à des élections. Finalement, vous avez abandonné le projet. Mais après, vous êtes retrouvé comme membre du bureau politique du PDCI. Et à vous entendre parler, vous avez joué sincèrement la carte à fond pour le compte, n'est-ce pas, de la commune de Port-Boué. Et au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'un alassaniste, vous devenez militant du RHDP. Qu'est-ce qui vous a séduit et qui vous a convaincu à finalement franchir le pas et déposer vos valises au RHDP? Mais c'est ce que j'ai expliqué ça tout à l'heure. J'ai dit, premièrement, ce sont les problèmes récurrents du PDCI qui continuent d'ailleurs. Et puis, deuxièmement, c'est l'effet du président Alassane sur la Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai fait quelques villes. Bon, moi-même, j'ai vécu à l'intérieur à un certain moment. Après 15 ans, hein? Comment? Après 15 ans. Après 15 ans. De pouvoir. Non, je comprends pas. Qu'est-ce que 15 ans de pouvoir du RHDP, il veut dire, Michel. Mais
Moi, je suis revenu à la politique. J'étais en Alassane. J'ai dit que je suis un Alassaniste. Donc, ce n'est pas fait après 15 ans. Non, j'ai dit Après cela 2010, non, séduit. si, après Voilà. 2010, après les élections, j'ai fait campagne pour lui, vous pouvez vous renseigner. Je suis allé à Yamoussoukro pour fêter avec eux. Et quand je suis revenu, je me suis mis à mes affaires. Moi, je ne suis pas un politicien. Je me suis mis à mes affaires jusqu'en 2016. Donc, tu parles de 15 ans. Donc, c'est en 2016 que j'ai été appelé par Emou et les autres pour intégrer leur groupe pour qu'on parte en indépendant par rapport à la commune de Port-Boué. Ouais, il faut que ce soit clair. Donc, ce n'est pas une histoire de choses. Donc, j'ai accepté d'y être parce que c'était les enfants de Port-Boué et j'ai donné le slogan Port-Boué d'abord pour gagner les élections à Port-Boué devant un ministre qui n'était pas de Port-Boué mais qui était RADP. Voilà. Donc, M. Beta. Vous étiez en train de développer pourquoi vous êtes venu finalement au RADP. Vous êtes En étant à la Sanis. Voilà. Mais je suis toujours à la Sanis. Vous savez, même au RADP, j'ai remarqué une chose. Il y en a qui se disent RADP, il y en a qui se disent RDR. Ouais, j'entends ça Et souvent. vous êtes tout ça? Moi, je suis à la Sanis. Ah bon? Il y en a qui disent je suis RADP, il y en a qui disent moi, je suis RDR. Donc, en étant alassaniste, et si demain une autre personnalité prend la tête du RHDP, Voilà, c'est au courant. Mais je suis au RADP, donc je ferai avec. si la vision n'est pas la même, La vision de qui? de ce futur président du RHDP, Si la vision n'est pas la même Ouais. que que celle du président Alassane. Ouattara, Bon, vous étant écoutez, alassaniste. pour le moment, moi, je ne fais pas de la fiction. Donc, Cela pourrait je arriver. ne suis pas prêt à tuer le président Alassane pour voir qui sera là. Non, le Moi, président- pour le président moment, Ouattara, lui, ce peut que pas je son sais, départ. Je sais que le président Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire et il a fait un travail merveilleux. C'est ce que je sais. Maintenant, il nous a dit qu'il a une demi-douzaine de personnes, il prépare. Il Qu'on ne voit choisira toujours un. pas. Mais ça, ce n'est pas votre problème. Ça viendra après. Et je sais qu'il va nous proposer quelqu'un au cours de cette dernière mandature et que ce quelqu'un n'aura pas une vision différente de celle du président Ouattara. Bon, maintenant, si vous voyez autre chose... Parce que cette moi, personnalité était attendue depuis, on n'a pas encore mais vu. pourquoi vous êtes pressé? Pas pressé, mais Mais attendez. On il y est a des impatient. propos également. Hein? Il nous Vous êtes impatient, pourquoi? il nous a promis, il n'a Non, pas fait en il ne vous a 2020, pas promis. il nous a promis en 2025, il a en 2025 promis il n'a aux pas militants fait. du RADP. Mais c'est à Il tous ne vous les a pas Ivoiriens, promis. c'est à tous les Ivoiriens, il Tant n'est pas que celui qui non, gouverne. tant que c'est cette celui- personne n'est pas devenu président, il n'appartient pas à tous les gens. Non, il a Pour le dit- moment, il a celui qui parti au sera RADP. choisi sera RADP. Ensuite, quand il deviendra président, et je suis certain qu'en 2030, il va devenir président, il deviendra le président de tous les Ivoiriens. Non, Voilà. ça, les Ivoiriens attendent impatiemment. Et votre Donc, lecture, c'est sûr que donc, vous voulez que le président vienne du RADP alors? Les Ivoiriens attendent qu'on Vous ait attendez quoi? la douzaine. Vous la attendez le demi-douzaine. nouveau président? Voilà, la demi-douzaine qu'on les choisisse dès maintenant. Pour qu'il devienne le président? Bon, ça, c'est les Ivoiriens qui vont juger. Alors, Bien. donc, Laissez laissez-nous déconner. occuper les autres Alors, affaires. moi, je vous entends, monsieur le maire, parler de Port-Boué, clamer votre amour pour Port-Boué. Oui. Je vais emboucher la trompette et puis aller dans la fiction. Et si demain, on a un autre parti au pouvoir qui arrive aux affaires, qui est là, est-ce que vous allez rejoindre ce parti au pouvoir là pour Port-Boué? Non, mais je n'ai pas rejoint le RADP par rapport au fait qu'ils soient au pouvoir. Ils étaient au pouvoir et puis je les ai battus. Donc ça n'a rien à voir avec. Est-ce que ce n'est pas un peu le syndrome des candidats indépendants qui partent pour battre les candidats de la chapelle et puis revenir en tambour et en Parce que vous estimez trompette? que je vais revenir au PDCI? Bon, ça, tout est possible en politique. Je vais dire avec, que je suis à la Sanis, donc je ne peux pas aller ailleurs. Bon, et puis votre fiction, je ne la comprends pas bien. Hein. S'il y a un autre président... Supposons que demain le PDCI arrive au pouvoir, est-ce que vous allez aller au PDCI, vous repartir au PDCI ou le PPACI ou le MFA, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que vous aimez Port-Boué, par exemple. Non, mais est-ce que le nouveau président, il ne s'agit pas de Port-Boué? Est-ce que le nouveau président, il vient de Port-Boué? Non, mais c'est ce que vous nous dites. Moi, Oui. je suis, comme vous l'avez dit, foncièrement Port-Boué et c'est ce qui m'intéresse le plus. Et je veux que mon parti gagne non seulement les législatives, mais les municipales pour gérer Port-Boué autrement. Voilà, pour gérer Port-Boué autrement parce que faites un tour dans les quartiers sur la route de Bassam, actuellement, vous allez voir. Donc, Pourtant, en 7 ans, c'est un budget de 91 milliards qui a été passé à la casserole. Alors, vous voyez que, bon, là, on est en train de distribuer des brouettes, des tricycles. Bon, enfin, bref.
le RADP prendra le pouvoir à Port-Boué. Arrêtons-nous là. Et je serai donc avec le RADP. Je ferai ce que je peux pour que mon parti gagne les législatives et les municipales. Donc, durant ces 10 ans, vous nous apprenez sur ce plateau que le PDCI a très mal géré la municipalité de Port-Boué. Moi, je ne veux pas indexer le PDCI. J'ai dit que EMU a mal géré. Et vous, je veux pas, vous étiez dans... C'est ça que je suis parti. Je vous ai dit que la vision ne me plaisait Vous êtes plus. en parti comptable. Oui, je ne dis pas non. Mais comme le PDCI peut être comptable de ce que le président a fait de bien, en partie. Et c'est en 2016, 2018 que vous êtes parti. Voilà, donc on peut aussi dire que le RDR, le RADP, c'est-à-dire PDCI, les choses sont en partie comptables de la gestion du président Gbagbo, si j'étais sous ça va. Donc ce n'est pas comme ça que ça se compte. On compte en tant que celui qui a la signature. Donc tu peux être là-bas et puis ne pas influencer les décisions du maire. On dit dans la théorie comme ça que c'est le conseil municipal qui décide. Mais le conseil municipal, si la majorité d'un parti, qu'est-ce que vous pouvez faire? Même si vous êtes dans ce parti et que vous n'êtes pas content, votre voix ne peut pas... C'est le vote, hein? Pas chose. Voilà, donc, si vous voulez, je suis comptable, mais si on veut parler de comptabilité, c'est qu'à tous les niveaux, depuis le temps de Gbagbo, tout le monde est comptable. Michel Betta. On est content de vous l'entendre Moi, je dire. veux que le maire qui dit aujourd'hui être au RADP et certainement qui souhaite, comme il a dit, que le RADP prenne la commune de Port-Boué, hein, je me demande... les élections législatives. Législatives et municipales, c'est comme, comme vous le souhaitez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de faire le bilan de la gestion de votre équipe municipale, avec laquelle vous avez bien entendu participer, et voir qu'est-ce que vous allez apporter de plus à cette nouvelle, à ce nouveau Port-Boué que vous souhaitez pour la suite. C'est une question? Oui, c'est une question. Bon, alors, je pense qu'on met la charrue avant les bœufs. Nous ne sommes pas dans la campagne municipale. Nous sommes dans les législatives. Et j'ai dit que pendant 5 ans, nos députés ont été invisibles. Nos députés n'ont fait aucune réunion avec quelque population que ce soit. Nos députés n'ont rien expliqué à qui que ce soit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous voulez aller dans les municipales, on peut en parler un peu. Hein. Je vais vous donner un exemple. En 2023, pour aller, avant d'aller au municipal, j'ai estimé qu'on devait, avec Port-Boué tellement sale, il fallait donner des tricycles, des brouettes, etc. aux différents quartiers de Port-Boué pour faire le nettoyage, etc. En 2025, alors qu'aucun bilan n'a été fait sur l'impact de ce matériel remis aux populations sur les populations, on est encore en train de distribuer des brouettes et des tricycles. Pour moi, c'est de l'incompétence. C'est là que le bilan devait être fait. Mais aucun bilan n'a été fait. On distribue... bon, je n'ai pas envie de rentrer trop dans les histoires des mairies, parce que je pense que ça viendra. Je pense que ça viendra. Mais je vous donne un exemple et je vous dis en même temps qu'on n'est pas dans les élections municipales. Contentons-nous des élections législatives. Bien. Alors moi j'ai une question qui est une colle, monsieur le maire. Une colle pour qui? Pour vous? Ah bon? Oui, vous aimez beaucoup Port-Boué, mais pourquoi est-ce qu'en ce moment vous n'habitez plus Port-Boué? Ben, je n'habite pas Port-Boué parce que tout simplement, c'est quand même de la modestie. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de logement à Port-Boué pour moi. Voilà. Il n'y a pas de logement pour moi. Tous les jeunes, je ne sais pas, vous habitez où avant? Je suppose que vous n'habitez pas dans le même quartier. Voilà, mais non, ce n'est pas de moi dont il s'agit. Oui, mais c'est de tout le monde. Voilà. La plupart des jeunes de Port-Boué qui ont atteint quand même un certain niveau, et ils s'en vont soit à Bassam, soit à Cocody, et ça c'est dans tous les quartiers. Hein. Mais je pense que pour être au courant des réalités d'une zone, il faut habiter là-bas. Tous les jours. Je suis à Port-Boué tous les jours. Ce n'est même pas faire de politique. Avant que je n'entre en politique en 2016, j'étais à Port-Boué et j'ai créé un club en 2006 qu'on appelle le RESOF, le réseau de solidarité et de fraternité, qui renferme pratiquement tous les cadres, les jeunes, etc., qui habitent à Port-Boué encore ou non, même qui sont en Europe. Je l'ai créé
Et donc, je suis toujours à Port-Boué. Avant même, et c'est justement par rapport à cet amour pour Port-Boué que Emou et son équipe sont venus me chercher. Sinon, moi, je n'étais pas dans le système. Hein. Voilà. Bien. Donc, je n'y habite pas parce que pour moi, j'estime que j'ai un minimum de standing et que malheureusement, ce n'est pas la maison de mon père, 2 chambres, salon, la psychologie, et ça, je fais que je vais aller prendre. Voilà. Au moment où je mûrissais, il n'y avait plus de maison à la CIPIM. Tout a été acheté. Bon, je ne voulais pas rester en location. Je suis allé me construire une maison à Bassam. C'est proche. Bien. Voilà. C'est l'heure maintenant du carton rouge. Nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos invités font des coups de gueule sur des sujets d'actualité ou des sujets proches de leur quotidien. Premier carton rouge de cette semaine avec Lansina Karamoko. Mon carton rouge, c'est à l'endroit, n'est-ce pas, des conducteurs de gros camions sur nos routes. Et la nuit, sur l'autoroute du Nord, par exemple, et même au-delà de l'autoroute du Nord, ils roulent sans feu arrière. Et ça, il y a eu un accident il y a 2 jours seulement, et accident dans lequel se trouvait malheureusement mon fils, mais Dieu merci, il s'en est sorti. Et l'agent de constat qui est venu, c'était après Sembroubo, l'agent de constat qui est venu pour constater l'accident a dit, j'ai vu ce véhicule au péage. Je lui ai demandé, est-ce que ce feu arrière marchait? Qu'il a dit non. Mais pourtant, il a laissé continuer. Et c'est ce camion-là, par l'arrière, que le véhicule dans lequel se trouvaient mon fils et mon beau-fils a percuté. Et aujourd'hui, le chauffeur, Dieu m'a dit ça va, mais il a été terriblement choqué, il a fait un traumatisme crânien. Alors donc c'est d'interpeller le ministère du Transport, mais aussi d'interpeller le ministère de l'Intérieur, de sorte que les policiers soient assez vigilants. Un véhicule qui n'a pas de feu arrière, la nuit, il ne doit pas bouger. Merci Lansina Karamoko. Maître Dikoné, carton rouge. Vous passez, Michel Beta, carton rouge. Oui, moi, mon carton rouge s'adresse un peu à la CEDEAO. On a vu que la CEDEAO a félicité le président pour les élections de 2025, alors que quand on sait le bilan vraiment tragique que ces élections-là ont entraîné, officiellement on parle de 11 morts, plus de 1000 personnes en prison. Je crois qu'il faut que la CEDEAO, pour ne pas perdre davantage en crédit, soit une CEDEAO des peuples et non des présidents. Ça va nous aider à crédibiliser notre institution. Bien, merci. Monsieur le maire, carton rouge. Bon, je n'ai pas de capoton. Vous passez. Merci à vous, monsieur le maire. Aka Miezan Anoudjo, je rappelle que vous êtes président exécutif de Nouvelle Vision pour Port-Boué et 2e adjoint au maire de Port-Boué, également candidat suppléant pour les législatives du 27 décembre prochain, c'est bien cela. On espère vous revoir très prochainement. À partir de la semaine prochaine, nous avons des plateaux dédiés aux législatives dans les différentes communes. Port-Boué fait partie des communes choisies pour les débats avec les candidats. Donc, on vous attend sur ce plateau. Je suis tout et je suis prêt. Bien. Merci. Michel Beta, merci à vous. Lansina Karamoko, merci. Merci, Maître Cédric Koné, et à vous aussi, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro d'Entre deux News. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.